Bonjour à tous, je m'appelle Tania Lompré. L'éducation, l'immigration, la langue française, ça vous intéresse? Vous êtes au bon endroit parce que moi aussi. Ensemble, on va explorer plusieurs enjeux reliés de près ou de loin à la francisation, à l'immigration, à l'enseignement et à l'apprentissage. On va aussi aborder les politiques publiques et l'actualité reliées à ces thématiques. De mon côté, je suis une fille super animée par l'idéal de faire du Québec un endroit où tous peuvent s'épanouir en français, avec ou sans accent. J'ai la tête qui foisonne d'idées, d'opinions et de solutions. On ne sera peut-être pas toujours d'accord, hein? Mais n'est-ce pas une des facettes de la diversité qui fait que c'est vraiment beau chez nous? Alors bienvenue à tous sur le balado avec ou sans accent. Donc dans le cadre du mois de la francophonie, on s'intéresse aujourd'hui à une façon bien particulière de faire vivre le français, le slam. Une poésie orale, libre, rythmée. Notre épisode s'inscrit dans un projet porté par le Centre de la francophonie des Amériques qui propose des ateliers de poésie slam dans des classes de français aux États-Unis. Pour en parler aujourd'hui avec ou sans accent, je reçois 3 personnes qui incarnent 3 regards complémentaires autour de ce projet, la création, la pédagogie et la diffusion. Je suis avec David Dufour, alias Tétrac, artiste slameur québécois, Shelley Steen, qui est enseignante de français langue seconde au Texas, et Élise Bégin, qui est chargée de projet au Centre des francophonies des Amériques. Bonjour à vous 3. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Donc, David, je vais commencer avec vous. J'aimerais qu'on pose les bases, en fait, là, pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent peut-être pas ce que c'est. Donc, quand on parle de slam, on parle de quoi exactement? Le slam, à la base, c'est un concours de poésie qui demande aux gens à performer un poème en a cappella. Donc, moi, je me considère vraiment comme un artiste hip-hop qui a participé à ces concours de poésie. Et je suis le seul rappeur québécois, en fait, à avoir gagné le Grand Slam québécois dans l'histoire du slam au Québec. Donc, c'est un peu dans cet univers-là que je me suis dit, je suis un artiste hip-hop. Et à travers mon travail d'artiste, j'enseigne la poésie. C'est un rap, c'est vraiment de la musique. Tandis que le slam, c'est juste d'écrire un poème et de le dire à voix haute. Donc, c'est vraiment accessible à tous. Et moi, je dis tout le temps, tout le monde peut écrire un slam. En même temps, tout le monde peut écrire un rap. J'ai trouvé une manière à travers mon parcours en tant qu'artiste de vulgariser une manière d'écrire la poésie. Et puis, c'est ce que je fais justement à travers ces ateliers de slam, c'est montrer comment on peut écrire la poésie, avoir du plaisir avec ça, et puis à l'incarner après, puis à le performer à travers mes ateliers. Puis qu'est-ce qui distingue, selon toi, le slam, justement, d'une poésie plus classique là, qu'on connaît ou plus scolaire, là? Puis pour toi, comment est-ce qu'on peut finalement démocratiser la poésie à l'aide du slam? Ben là, c'est très simple, c'est que le slam, c'est accessible à tous. Tout le monde peut faire, donc tout le monde peut demain se dire, je fais du slam. C'est ouvert à tout le monde. D'ailleurs, s'il y a des scènes slam partout à travers le monde, c'est micro-ouvert, tout le monde peut s'inscrire, peut en faire. Ça, c'est la première chose, donc c'est la démocratisation. T'as pas besoin d'un talent musical particulier, t'as juste besoin d'écrire puis de dire à voix haute ce que t'écris. Tu peux chanter très mal et être très bon en slam. Et l'inverse, c'est vrai aussi, le slam, c'est vraiment avoir le goût d'écrire, avoir le goût de dire quelque chose. Et le slam, comparativement à la poésie traditionnelle, c'est que le but du slam, c'est d'être dit oralement. Donc, le slam, s'il n'est pas dit devant ou porté devant un public, c'est pas un slam. Ça devient un poème classique. En même temps, un poème classique, si on remonte au médiéval puis à l'Antiquité, la poésie était dit oralement de toute manière parce que l'imprimerie n'existait pas. Mais le slam, à la base, c'est que quand tu écris, il faut que tu te dises comment est-ce que je vais le performer. Fait que tout ton joie, tes expressions, il faut que ça rentre en ligne de compte quand tu l'écris. Un peu comme un monologue de théâtre, c'est un peu la même chose. C'est vrai qu'on se parle justement des rencontres entre les artistes, les classes. Comment se fait la rencontre entre un artiste slameur et des classes qui apprennent le français? Eh bien, en fait, David et sont venus sur Zoom dans la classe. Et déjà, pour parler de comment ça marche, on a présenté un peu leur travail, leur œuvre à la classe. On lit leurs poèmes, on écoute leurs poèmes et on comprend. En fait, il y a toute une unité à faire sur qu'est-ce que c'est que le slam. Et en fait, ça, c'est un dossier qui est préparé aussi par Élise et le Centre de la francophonie. Et donc, et après, il arrive et puis il commence tout de suite à parler de tout ce qui est toutes ces formes poétiques ou ces formes littéraires qu'on enseigne, par exemple, en cours d'anglais aux États-Unis, la métaphore, les comparaisons, etc. Et donc, et les élèves que j'ai sont des élèves, sont des lycéens, sont de 17-18 ans, donc ils ont déjà entendu parler de tout ça, mais ils ont jamais, j'imagine, essayé d'écrire comme ça en français. Dans leur langue maternelle, peut-être, au moins ils ont étudié. Mais donc, David est arrivé, il
il a parlé de ça, il a demandé. Donc, il a interagi avec les élèves. Et ça, c'était super parce que, en fait, comme on sait bien dans la pédagogie, il vaut mieux pas juste leur parler et leur expliquer ce qu'il y a parce que ils vont Faut qu'on ait les s'endormir. mains dans la pâte. C'est ça, voilà. Donc, il interagit avec eux et puis il demande des exemples, etc. Et donc, on commence une conversation et puis ça finit par, petit à petit, il dit, bon, vous allez écrire, commencer avec, moi, j'habite dans une ville où j'habite dans une chaussure. Donc, il nous fait écrire des mots et puis on va les relier et on va créer des métaphores en écrivant comme ça. J'ai bien aimé en fait sa technique. À la fin, chaque élève a l'impression d'avoir écrit de la poésie et puis David nous aide à tout mettre ensemble. Donc après, je ne sais plus si c'était David ou si c'était les élèves qui se sont mis debout pour lire le poème qu'ils ont créé comme classe. Donc parce qu'on a écrit beaucoup de vers différents et puis on a lu ça. Et un autre truc que David avait fait qui nous a impressionné beaucoup, c'était le fait qu'à la fin, je crois, ou peut-être au milieu, il a en fait inventé un slam sur le champ comme ça de notre classe. Et il a mis des détails sur nous dans le slam au Texas, etc. Et ça a vraiment impressionné les élèves et moi aussi. Donc, en fait, c'est une vraie interaction avec un poète. Donc, ça, c'est mon point de vue là-dessus. Oui, puis David, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce niveau-là quand tu rencontres des classes comme ça? Comment ça se passe pour toi? Et moi, c'est toujours, je suis toujours spontané avec les élèves. Donc, j'ai dû trouver des manières ludiques d'intéresser les gens à l'écriture. Comment tu peux emmener des gens à le faire, c'est vraiment pas évident. J'ai appris à travers ce travail d'artiste-là de faire de la scène, comment travailler avec une foule. C'est un peu cette énergie-là que j'amène un peu dans mes ateliers. Et puis ensuite, c'est un peu tous ces connaissances-là. Et puis, on travaille ensemble de ce niveau-là. Et c'est aussi ce qui est la particularité de travailler notamment à distance aussi, même sur écran. Là, depuis la pandémie, on fait ça. Maintenant, c'est une nouvelle réalité. Au départ, je n'étais pas certain si ça allait marcher, mais on réussit quand même à connecter avec les gens. Sur tous les niveaux, même que ce soit écran ou en personne. Donc, tout est possible. Donc, autant dans la classe de Madame Shelley ou les ateliers que je fais ici en personne. En même temps, j'ai aussi donné des ateliers de poésie jusqu'en Chine, en Europe de l'Est, Wow. donc partout où je vais. On réussit à trouver, je réussis à trouver des manières de connecter avec les gens. Au fur et à mesure, je vois qu'est-ce qui marche pas, puis je peaufine tout le temps mes ateliers un peu comme ça. Puis, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça permet, en fait, le slam, que d'autres formes d'écriture ou d'autres activités pédagogiques permettent un peu moins facilement? J'ai lu aussi juste avant qui disait que finalement, les jeunes sont très interpellés par ce type d'activité-là ou de l'atelier que vous pouvez faire là, avec le slam. Qu'est-ce qui explique, selon vous, l'intérêt des jeunes envers le slam? Je sais pas si je pourrais dire qu'il y a un intérêt pour les jeunes envers le slam. Ce qui est important, c'est que des artistes viennent dans les classes parce que le contact avec des artistes, c'est ce qui est important parce que chaque artiste a une manière individuelle de travailler. Donc, tous les artistes, on est totalement différents. Donc, je pense qu'il est là l'importance. Puis, j'aime ça rappeler aussi aux écoles que, comme moi, j'ai tout le respect pour les professeurs, mais c'est important justement d'avoir des artistes pour avoir d'autres points de vue, pour voir d'autres chemins qu'on peut prendre. Puis c'est ça qui est intéressant pour les jeunes, je pense, de dire, finalement, OK, je peux le faire comme ça. Donc, je pense que c'est ça plus qu'un mouvement slam, rap, folk, country, peu importe, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, je pense, c'est l'artiste, donc la présence de l'artiste dans la classe. C'est le contact avec l'art et les artistes permet aussi aux jeunes de s'ouvrir à la culture et à la langue aussi là, de d'autres façons. Donc, Élise, maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer comment est né le projet d'atelier de poésie slam au Centre de la francophonie des Amériques? Oui, bien sûr. D'ailleurs, avant même que je travaille au centre, ça fait longtemps qu'on travaille avec le slam pour le secteur de l'éducation. On a déjà fait des concours qui s'appellent Slam des accents. On a eu 2 éditions qui ont été faites. Et de là aussi, on a un guide pédagogique qui est disponible à nos membres en ligne en tout temps pour faire des activités de slam, en fait, dans les classes de français. Avec la COVID,
il y a eu cette importance de trouver des activités en virtuel. Et c'est là qu'on a commencé vraiment à offrir des activités en classe. On s'est rapproché de l'American Association of Teachers of French aux États-Unis pour faire une collaboration avec eux dans le but d'offrir ces activités-là dans un cadre très précis. C'est qu'aux États-Unis, il y a la Semaine nationale du français, qui est la première semaine de novembre. Et c'est là qu'on a fait, on fait à chaque fois un grand coup d'envoi où on offre plusieurs dizaines d'ateliers dans une seule semaine dans plein de classes de français. Donc, c'est ce qu'on fait en fait avec eux comme collaboration. Mais sachez aussi qu'on a déjà offert des ateliers de slam aussi au Costa Rica, dans le Canada. Mais dans le cadre vraiment aux États-Unis, c'est dans la Semaine nationale du français. C'est le fait d'avoir autant d'ateliers en même temps, c'était entre 20 puis 25 à peu près qu'on offrait, qui a fait qu'on ne pouvait pas prendre un seul artiste, mais qu'on a travaillé en tout avec une dizaine d'artistes slameurs. Donc, c'est pour ça aussi que David dit que chaque artiste a son approche, puis c'est vraiment important de le garder de cette façon-là aussi, parce que moi, je les vois tous aller, puis je trouve que chaque personne a son approche de créativité vraiment importante. Puis, je voudrais souligner aussi que c'est un besoin, je pense, dans les classes de français, de trouver des façons de stimuler l'apprentissage du français. Et le module de la poésie, à moins de me tromper, je crois qu'il est obligatoire partout, en fait, dans les écoles, à peu près au secondaire, là, lycée. Donc, en fait, les professeurs, des fois, se sentent un peu dépourvus. Il y en a qui sont très poésie, mais des fois, ce module de genre littéraire, ils font « Oh, comment je peux faire pour intéresser les jeunes à ça? » Puis, comme David le disait tout à l'heure, tu sais, l'artiste arrive en classe, même si c'est virtuel, et on parle de métaphores, on parle de champ lexical, on parle de rimes, on parle de décortiquer des mots, aller à des racines latines. Et en fait, les élèves n'ont pas l'impression d'être en train de travailler, puis ils sont en train de s'amuser. C'est ça la magie des slammeurs, en fait. Tu sais, qui rendent intéressante la langue, en fait, là. Tu sais, même que ce soit justement avec des jeunes qui n'ont même pas le français comme langue première, justement, qui arrivent à créer dans une langue qui n'est pas leur langue première. Donc, ça, c'est aussi fantastique à ce sujet-là. Donc, j'aimerais savoir, là, je reviens à la question pour tout le monde, en fait. Comment on a choisi de travailler avec des classes de français aux États-Unis? Peut-être qu'Élise, tu peux commencer à nous parler de pourquoi les États-Unis plutôt qu'un autre territoire des Amériques. Et pourquoi c'est le slam qui a été choisi pour ce projet-là comme médium? Oui, ben en fait, on travaille avec des gens de tous les pays des Amériques. On offre des ateliers de temps en temps dans le cadre du mois de la francophonie ou de la semaine de la culture au Costa Rica. Mais vraiment, avec les États-Unis, c'est simplement que cette association de professeurs de français, je crois que vous êtes au moins 4000 membres. En tout cas, il y a plusieurs milliers de professeurs de français qui sont dans cette association-là et on travaille en partenariat avec eux depuis plusieurs années. Mais cette idée-là d'offrir cette activité dans le cadre de la Semaine nationale du français a été amenée. Ça répondait à un besoin, en fait, de trouver des activités stimulantes dans les classes. Et c'est comme ça depuis 5 ans de suite qu'on organise cette série d'ateliers slam à l'occasion de la Semaine nationale du français. Vraiment Pourquoi le slam? Oui. C'est vraiment parce que, comme je disais un peu au début, le slam, c'est vraiment une approche qui rend la poésie plus accessible, plus dynamique pour les élèves. Plus proche d'eux, plus proche de leur réalité, peut-être. Plus proche de leur réalité, plus accessible. Tu sais, on n'a pas besoin de faire des 12 pieds de la phrase pour que ça fasse de la poésie. Le slam, ça sort des tripes, puis on peut parler de notre identité, on peut parler de ce qu'on vit. Des fois, les jeunes ne savent pas de quoi parler ou comment faire sortir quelque chose de soi. Puis il y a une approche là où on parle au jeu. On peut parler de qu'est-ce qui nous rend fou, qu'est-ce qui rend. Alors ça peut être le trafic me rend fou autant que l'odeur de la chemise de mon chum, tu sais. Mais là, tu sais, on se dit je suis la chemise de mon chum, je suis le trafic ambulant. Là, on devient déjà dans une approche de poésie. Donc, on dirait que par des petits exercices tout simples, on est en train de faire de la poésie, puis là, les jeunes se rendent compte que c'est super facile et ça crée des passions parce que dans plusieurs classes, il y a des jeunes qui ont eu cet appel-là de faire de la poésie par après. Il y a des témoignages qu'on reçoit. Belle chose à ce niveau-là. Puis, j'aimerais ça que vous me parliez un petit peu du nombre de classes que vous avez rejointes avec ce programme-là, autant pour l'enseignante que pour l'artiste aussi. Comment vous avez vu la réception des enseignants, mais aussi des élèves par rapport au programme?
depuis 5 ans qu'on donne cette série d'ateliers slam aux États-Unis. Puis en fait, on a touché quand même 1800 élèves de Wow. 116 classes Wow. et on a travaillé avec 65 professeurs. Un réseau avec des professeurs de français aux États-Unis qu'on a développé depuis 5 ans avec eux. Puis tous ces élèves-là, ces 1800 élèves-là, ça démontre quand même qu'on a vraiment touché un bassin Ah. de population d'apprenants de français là-bas. Justement, David, j'ai envie de Langue étrangère, j'aurais envie de dire Oui, même, oui, parce que là-bas, aux seconde, États-Unis, étrangère. c'est langue étrangère. Effectivement, aux États-Unis, c'est une langue étrangère. Au Canada, anglais, c'est une langue seconde. Mais oui, évidemment. Tu sais, puis j'ai envie de demander à l'artiste, David, c'est quoi la différence entre faire un atelier de slam avec des gens qui ont le français comme langue première, qui maîtrisent, par exemple, très bien le français, là, qui sont francophones, par rapport à des élèves qui sont justement en français langue étrangère ou en langue seconde? Parler plus lentement. Pour être honnête, je change pas tant mon atelier, puis je me retrouve quand même à capter, je te dirais à 99% du temps, ça va bien que ce soit langue seconde ou langue première. Et moi, mon expérience générale à 99,9% du temps, ça fonctionne. Après, est-ce que c'est de même pour tous les artistes? Je sais pas. Je pense que de mon côté, j'ai découvert en moi une belle qualité de pédagogue. Mhm. Et puis ensuite, des fois, je pense même que ça va au-delà des mots. Des fois, c'est juste l'énergie. Tu sais, c'est juste on est dans une énergie créative. Puis moi, après, tu sais, je dis tout le temps, oui, c'est un atelier d'écriture, mais c'est un atelier de dessin. Tu sais, c'est comme si je mets un pot de fleurs, dessiner pot de fleurs, mais c'est la même chose. Sauf qu'au lieu de faire des traits, on utilise des lettres, tu sais. Fait moi, je dis C'est un beau, ça. atelier de dessin, les mots, c'est la même chose. Fait que on apprend juste euh, comment s'amuser, puis après, c'est une énergie, tu sais. Fait moi, je me retrouve pas. J'ai des ateliers, là, où des gens, c'était leur langue première, le français, c'était des Québécois, Mhm. puis ça s'est mal passé. Mais j'ai des ateliers où c'était des langues secondes, puis ça marchait, tu sais. Fait qu'après, c'est peut-être juste la réceptivité des gens avec qui je vais travailler. Ouais, peut-être aussi, évidemment, puis comment le groupe a été préparé, peut-être aussi au niveau Mhm. de l'atelier. J'allais pour vous, en quoi justement le slam, peut-être, là, comme outil en langue seconde, est-ce que c'est un outil qui est peut-être plus facile? En quoi le slam, c'est un outil intéressant pour enseigner la langue seconde? Alors, pour moi, en fait, j'enseigne un cours qui s'appelle littérature et culture française et francophone. J'ai des élèves qui sont plutôt intermédiaires avancés, comme au niveau B1, B2 peut-être. Ça dépend. Il y a beaucoup de niveaux. Mhm. Et en fait, ce qui m'intéresse dans ce cours, c'est toujours de intégrer pas mal de créativité et de faire des projets créatifs aussi bien que analyser les poèmes, la littérature. J'aime bien avoir ce mélange. Et dans un cours de langue, il faut toujours savoir inclure la langue. Donc, on ne peut pas juste peindre, comme disait David, un pot de fleurs ou je sais pas. Et c'est juste ça. Il faut toujours avoir des mots à mettre. Donc, en fait, le slam, c'était vraiment parfait pour cela parce que donc je couvre aussi bien la poésie comme on commence avec La Fontaine, mais à partir d'un certain moment, on va étudier des poètes et des auteurs francophones et plus modernes. Et par exemple, on a lu Michel Lalande avec Speak White. Et pour moi, je ne sais pas si ça compte comme le slam, mais c'est tellement similaire pour moi, ce poème, où c'est un poème qui est dit et qui vraiment exprime. Faut écouter la vidéo, faut écouter Michel Lalande en train de le dire. Et de montrer aux élèves, en fait, j'essaie de montrer pourquoi est-ce que La Fontaine était important à son époque et quelles sont les leçons qu'on peut tirer des poètes d'autrefois et en quoi est-ce que c'est pertinent aujourd'hui, en quoi est-ce que ça nous concerne. Et je trouve que la poésie a toujours un rôle dans notre monde et que maintenant, nos poètes sont justement peut-être les musiciens qui écoutent nos élèves, ou peut-être et que le slam, ça se rapproche, comme disait David, au hip-hop, au rap, etc. Et ça, en fait, pour mes élèves, c'est d'actualité. La musique et ça, et puis aussi l'expression, la rage, la révolution, tout ça. Ça, c'est pertinent pour eux. Et puis, ils ont choisi d'être là. Donc, ils ne sont pas du tout forcés de s'inscrire dans un cours de français. Et donc, moi, je leur fais la faveur d'essayer de trouver plein de moyens différents
de leur exposer à la langue et aussi aux accents différents. Donc, je sais pas si, je crois qu'il y a une question là-dessus, mais pour Oui. moi, avoir accès à un français qui est en fait géographiquement à côté, Ben oui. ça c'est très bien pour eux. Et ils ont peur d'autres accents. Ils ont tellement l'habitude d'un accent plutôt parisien ou franco-français, et après ils disent mais j'ai entendu dire que les Québécois sont difficiles à comprendre. Mais en fait, une fois qu'ils entendent un poète parler et vraiment, et comme disait David, parler de manière un peu lente ou bien articulée, ils comprennent. Parce que le but de David et le but de Amélie c'est de faire transmettre leur message, donc ils parlent clairement. Et mes élèves voient, ah ok, c'est un peu comme je peux comprendre un anglais. Et moi j'ai un accent américain, et eux ils ont un accent anglais, mais je peux comprendre. Donc en fait ça aussi, ça rajoute à leur sens de leur confiance, quoi. Oui, Donc, il y a justement. tout un tas de choses qu'on peut faire. Et finalement, comme ce que j'ai dit à Élise au départ, ma première idée, c'était que, bon, on va lire ensemble un petit peu de Molière, on va lire La Fontaine, on va lire Les même classiques. Michel Lalande, etc. Mais on ne peut jamais les rencontrer. Ils n'ont pas de Instagram, on ne peut pas les suivre sur les réseaux. Donc, moi, l'idée de rencontrer un artiste, et Vivant. pour eux, Vivant. c'est super. Mais en fait, Élise disait que quelquefois, elle entend parler de élèves qui sont emmenés vers une carrière dans la poésie. Et je peux te dire que une des élèves qui était dans la classe cette année de 2025, elle a été nommée la Poet Laureate, je ne sais pas comment tu dis, de Houston. Wow. Youth Poet Laureate, en fait, pour les jeunes. Et elle vient d'être nommée à ça, et puis ils ont fait toute une cérémonie. Donc, je sais qu'il y a des élèves dans mes cours, ils ont choisi d'être là, ils s'intéressent à l'écriture créative, et puis là, j'ai même une poète officielle. Donc, Oui, puis je sais justement, tu sais, ils vont apprendre à travers le slam la diversité des accents, la diversité des francophonies aussi, puis des cultures, parce qu'évidemment, géographiquement, ils sont beaucoup plus près, en fait, du français québécois puis du Québec que de Paris ou de la France. Là, je pense qu'il faut justement faire voyager le français d'ici à travers des beaux projets comme celui-là. Là. Non seulement c'est important d'avoir des artistes, mais c'est important de promouvoir les artistes vivants Oui, vivant. qui Ben oui, vivant. existent, qui essayent de vivre de leur art, Oui, qui essayent d'exister. oui. Parce qu'avec tout le respect que j'ai pour La Fontaine, Molière, ils sont morts depuis longtemps. Nous existons et nous ne demandons que de nous faire connaître. Mhm. Donc, il faut encourager pour vrai, parce qu'il y a tellement de talent au Québec. Donc, c'est important de dire aux profs, faites découvrir des références vivantes, actuelles, qui sont proches de leurs références. Mhm. Molière, c'est difficile. Oui. Parce que c'est tellement loin de notre culture Mhm. de jouer avec des référents modernes. Des référents Toujours culturels, important. puis des thématiques, en fait, Oui. qui rejoignent les jeunes de notre époque aussi, là, tu sais, ou des plus grands jeunes de notre époque aussi. Mais c'est sûr que, tu sais, on dira pas, en fait, que la littérature classique n'est pas agréable, mais tu sais, c'est vrai aussi qu'il faut dire, ben, OK, après les classiques, qu'est-ce qui existe actuellement? Tu sais, puis qui sont nos artistes modernes? De quoi ils parlent? Qu'est-ce qu'ils abordent? Qui rejoint, en fait, la réalité des gens d'aujourd'hui, là. Donc, c'est important. Je pense que le mot vivant est important. Tu sais, la langue est vivante aussi, hein, tu sais, puis la langue d'aujourd'hui n'est pas la même de celle d'il y a plusieurs siècles non plus. Donc, je pense que mettre en contact, en fait, les jeunes avec la langue d'aujourd'hui, c'est aussi important parce qu'une langue une langue qui stagne, c'est une langue qui meurt, hein, donc c'est important. Exact. Elle évolue, la langue, dont elle est là. Mhm. Donc, tout à fait. C'est important de leur dire aussi, justement, que, tu sais, dans leur langue, ils sont capables, eux aussi, d'aller créer quelque chose, puis de rejoindre. Oui. en fait, J'allais dire que aussi, il y a donc quand on commence avec La Fontaine, ce n'est pas simple à comprendre. Alors que je pense que le point de vue d'un artiste contemporain est aussi, en fait, il y a une sorte de simplicité, pas des idées, mais en fait, ils reconnaissent aussi, enfin, déjà, ils comprennent bien
poèmes, ils comprennent mieux les poèmes en cherchant quelques mots. Donc, ça a un syntaxe compréhensible pour eux. Mais aussi, ils voient que eux aussi, ils peuvent créer dans une langue simple. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que souvent, les élèves de français langue seconde essaient tellement d'écrire des phrases super compliquées qu'après, on ne comprend plus rien de ce qu'ils disent. Alors que la simplicité, comme dans le journalisme, et je suis aussi prof de journalisme, mais la simplicité dans la langue, c'est aussi très, très forte et importante. Donc, je pense que mes élèves, quand ils voient ça, c'est qu'ils peuvent s'exprimer de manière simple, mais aussi profonde. Ça aussi, ça marque beaucoup. Puis avec des mots qu'ils connaissent, qui les rejoignent, des mots qu'ils entendent. Tu sais, si on lit de la littérature classique, évidemment, tu sais, un mot sur 3 ou 4 n'est plus utilisé aujourd'hui, alors que quand on utilise des artistes contemporains ou du texte contemporain, comme ceux de Detroit, ben justement, on va avoir accès à des choses qui nous parlent, puis il y a un niveau de langage ou un niveau de vocabulaire qu'on entend autour de nous, puis qui existe actuellement. Donc, je pense que c'est important. Aussi, tu sais, puis souvent, moi, je trouve le slam, justement, la liberté à l'identité, à la prise de parole. Selon vous, est-ce que c'est un médium, le slam, qui est plus puissant, en fait, pour des apprenants de français, que ce soit au Texas ou au Québec, que d'autres moyens? Je pense que c'est une bonne manière. Est-ce que c'est le meilleur? On ne sait pas, mais pour le moment, je trouve que c'est un beau programme, puis je pense qu'il a son efficacité, justement. On a la preuve, Shelley qui nous en parle ici, donc je pense que je peux juste dire qu'on a la preuve que ça fonctionne. Après, est-ce qu'un autre médium est mieux qu'un autre? Je sais pas, mais Pas mieux, je mais tu pense sais, que justement, c'est puissant parce que les jeunes sentent qu'ils sont libres, peut-être, avec le médium du slam par rapport à d'autres types de médiums. ouais, ben c'est justement le fait de montrer des artistes. On montre comment c'est accessible, c'est libre, on peut s'exprimer, ça part de nous. Donc là, c'est tout le temps voir d'avoir un modèle, parce que les gens n'ont pas l'habitude de côtoyer des artistes, mais quand tu vois un artiste le faire devant toi, tu dis, ah, OK, c'est ça, OK, je vais essayer moi aussi, tu sais. Fait que c'est juste ça, c'est l'imitation après, tu sais. Oui, c'est ça, tu sais, de donner envie, en fait, finalement, d'imiter puis d'utiliser pour eux aussi. Puis la dernière question que j'avais préparée, c'était en fait pour vous demander, est-ce qu'on peut croire, en fait, que le type de projet que vous offrez avec ce programme-là est surtout pertinent à l'étranger? Puis pourquoi, en fait, le slam a-t-il aussi toute sa place dans les classes du Québec, mais aussi d'ailleurs? Pourquoi on l'utilise plus à l'étranger qu'ici, par exemple? Je peux répondre pour le Centre de la francophonie des Amériques. On travaille sur tellement de territoires dans la francophonie des Amériques, donc c'est pour ça qu'on le fait ailleurs. Mais je suis certaine que on peut faire le slam dans n'importe quel milieu. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est qu'on peut le faire dans un milieu d'une langue étrangère, alors que normalement, on l'aurait peut-être imaginé dans une langue native. Mais nous, en tout cas, au centre, notre mandat, c'est de créer des liens entre ces différentes francophonies qui sont existantes sur le continent. Puis, je le rappelle, mais les communautés francophones hors Canada sont très isolées. Oui. Les gens qui apprennent le français, ça, les professeurs me l'ont tellement dit souvent, dont je parle en votre nom, Shelley, et aux autres, mais quelquefois, les élèves, c'est la première fois qu'ils s'adressent en français à une autre personne que leur professeur de français Wow. quand ils rencontrent des artistes, parce qu'ils apprennent dans un cadre scolaire et là, ils pratiquent avec leur professeur puis leurs collègues de travail. Mais en dehors de ça, c'est rare qu'ils ont l'occasion, en tout cas aux États-Unis, du moins, de parler en français avec d'autres personnes. Donc, David arrive dans leur classe, puis ils peuvent discuter avec quelqu'un d'autre. Mais c'est de créer ces ponts-là, de se rendre compte que oui, en France, on parle français, mais il y a au Québec aussi qu'on parle français. Puis en Louisiane aussi. Puis savez-vous qu'il y avait 1 demi-million de personnes qui parlent français au Mexique? Puis il y en a 400 000 au Brésil. Puis au Costa Rica, ben, c'est une langue obligatoire au secondaire, le français. Puis là, tout le monde se rend compte que finalement, la francophonie, ils sont plus tout seuls. Puis la francophonie est tout près aussi. Il suffit de créer des ponts. Et le Centre de la francophonie, ben, c'est ça son mandat, c'est de créer ces ponts. De créer des ponts entre les francophones et les francophiles partout, en fait, en Amérique, justement, dans toutes les classes de l'Amérique, non pas seulement à certains endroits. Ben, merci beaucoup pour cette réponse-là. J'ai envie de dire, en tout cas, que vraiment les artistes que j'ai rencontrés à travers ce programme-là sont tous vraiment excellents.
nous avons monté un guide pédagogique préparatoire dont Shelley a parlé au début, qui est vraiment bien monté, bien fait, simple, avec quelques étapes pour apprendre à découvrir l'artiste, s'introduire au style, au genre littéraire qu'est le slam, puis à s'habituer à l'accent, puis à lire, à décortiquer un peu un texte d'un artiste. C'est quelque chose, au départ, on voulait faire une fois, après ça, qu'on voulait faire une fois par année pendant la Semaine nationale du français, et que là, dans la nouvelle programmation, on souhaiterait offrir plus largement à l'année. Donc, j'aurais vraiment envie de dire que c'est un succès. Ça a vraiment de l'impact pour les élèves, pour les classes de faire ça. Puis, comme on remarque ce succès-là, ben on essaie d'avoir une offre plus globale aussi de ces ateliers de slam. Pour diffuser ce super beau programme, en fait, pour permettre aux artistes d'aller rencontrer des jeunes qui apprennent le français aux États-Unis ou ailleurs aussi. Oui. Parce qu'en fait, pour les professeurs, ce qui est important, de pouvoir planifier à l'avance et de savoir comment est-ce que je vais mettre ça dans mon planning de l'année. Parce que moi, maintenant, si je peux savoir que à peu près en novembre, on va inviter un artiste québécois, slameur, slameuse, dans la salle de classe. Je peux prévoir un peu. Et puis, je peux aussi penser, est-ce que je commence vraiment avec La Fontaine? Est-ce que je fais autre chose? Ou peut-être que je fais une unité. En fait, sur le Québec, sur la francophonie, parce que depuis, quand j'ai appris le français en tant que langue seconde, c'était la France. Et j'avais une vague idée qu'on parlait français quelque part en Amérique du Nord, mais en fait, c'est tellement, enfin, et le Québec est tellement, c'est un voisin très important pour nous. C'est un pays, une culture fascinante, et donc il faut vraiment parler de tout ce qui est la francophonie, parce que la France est vraiment petit là-dedans, quoi. Enfin, j'adore la France, mais bon. Oui, on est tous, on adore tous la France, mais de pouvoir en fait là, valoriser la francophonie d'ailleurs, je pense que c'est la diffuser, de la faire rayonner, c'est important, primordial, essentiel là, aussi. J'avais aussi autre chose à ajouter. Je pense que les artistes, autant que moi, comme chargée de projet, on s'est rendu compte aussi de toutes ces cultures, je dirais, locales qui sont aussi aux États-Unis. C'est assez incroyable d'aller au Texas, d'aller à Porto Rico, d'aller dans Californie, puis de se rendre compte de tous ces apprenants-là, que des fois, c'est le français est leur troisième langue, parce qu'ils ont appris l'espagnol, appris l'anglais, puis là, ils apprennent le français. Il y en a d'autres qui sont des personnes originaires aussi d'Afrique, donc leurs parents parlent français, puis eux aussi, mais ils sont... Donc, c'est cette rencontre-là aussi, je pense que David, tu me l'as souvent dit, hein, on rencontre des gens qui parlent français de partout, puis c'est incroyable. C'est enrichissant. Je pense que c'est justement important de se dire qu'on n'est pas seul, ni ici, ni là-bas, puis que nous aussi, on peut rencontrer, comme Québécois, en voyage, en vacances, des francophones partout aussi, tu sais, en Amérique, et pas seulement le contraire. Nous aussi, on peut rencontrer les gens d'autres cultures, d'autres langues, d'autres réalités et d'autres vies autour de nous. Donc, je pense que c'est super important. J'ai une autre chose à dire, c'est que quand on habite au Texas, déjà, l'espagnol est roi. Donc, la plupart des élèves étudient l'espagnol. Et c'est normal parce qu'on est juste à côté du Mexique. Oui. Et que souvent, j'ai les élèves de français un peu débutants. Et ils ont choisi le français parce qu'ils connaissent déjà l'espagnol, ils savent déjà parler, ou bien parce que c'est différent, ou je ne sais pas quelles sont leurs raisons. Mais parfois, on risque de leur enseigner une langue, mais comme si c'est juste une autre matière de l'école, comme la biologie, ou je ne sais pas. Et donc, moi, toujours mon but, c'est de le faire vivre un peu, donc avec des artistes vivants, et de leur montrer que, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette seconde langue. On peut écrire des poèmes, on peut comprendre des poèmes, on peut discuter avec des gens super intéressants. Et aussi, il n'y a pas seulement la carrière de businessman, de médecin et d'avocat. Et dans le cas de mon école, les parents veulent tous des docteurs, des avocats, des ingénieurs, mais il y a aussi artistes. Il y a aussi apprenants de français, ou je sais pas. Donc,
voilà, j'aime bien montrer en fait le côté vivant d'apprendre cette langue en particulier. Oui, que c'est en les faisant apprendre les langues qu'elles demeurent vivantes et rayonnantes aussi pour faire vivre les cultures, là, puisqu'elles sont toujours les véhicules de celles-ci. Donc, merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis on espère en fait que ça va donner envie aux enseignants qui nous écoutent d'enseigner avec le slam et aux autres de découvrir davantage à travers ce beau projet qui est le vôtre. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Puis je vais juste ajouter toutes les écoles d'Amérique du Nord, inviter Élise Bégin pour faire apprendre le français et toutes les écoles au Québec qui nous écoutent, inviter les artistes, ayez pas peur, c'est une bonne chose. Ça donne le goût de créer en français. C'est important pour notre culture et ça nous enrichit, pas juste monétairement, mais culturellement. Inviter les artistes, c'est très important. C'est super important, c'est pour notre culture, pour la langue française. C'est que du bon. Merci beaucoup à vous trois.